Europe 1, 7h, 9h. Lionel Gougelot. 8h44 sur Europe 1, la revue de presse avec Jacques Serret. Rebonjour mon cher Jacques. Rebonjour. Vous avez lu les journaux donc pour nous ce matin et ça ne roule pas pour les classes moyennes. Oui, vous êtes peut-être dans votre voiture. Eh bien, Le Parisien aujourd'hui en France y consacre un dossier à sa une. La voiture indispensable, mais si chère. Le quotidien révèle une étude de l'IFOP très éclairante et plutôt inquiétante. Les automobilistes français sont en proie à une grande détresse. La faute à une envolée des frais. Carburant, essence, entretien, réparation, péage. 16% des Français dépensent au moins 300 € par mois pour les coûts liés à l'usage de leur auto. 49%, donc près d'un sur deux, entre 100 et 299 €. Conséquence, renoncer à l'autoroute est une question qui se pose désormais. Près d'un automobiliste sur 4, parmi ceux qui travaillent et qui gagnent plus de 2500 € par mois, déclarent ne plus rouler sur les voies rapides. Un sentiment de déclassement gagne les Français. Dans les colonnes du Parisien, le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, klaxonne et presse le gouvernement d'accélérer. Le feu couve, déclare-t-il. La symbolique est très forte. La barrière de péage devient barrière sociale. Et Jérôme Fourquet de faire une leçon d'histoire. Rappelez-vous qu'avant la prise de la Bastille le 14 juillet, les révolutionnaires ont détruit le 13 juillet les barrières de l'octroi de Paris. Ouais. Et en plus des conducteurs, Jacques, les équipementiers automobiles font eux aussi grise mine. La faute notamment au virage vers le tout électrique. Les Échos nous apprend que l'entreprise Forvia, ex-Forestia, veut se délester de 10 000 postes de travail en Europe. Un vaste plan de réduction d'effectifs qui s'étalera sur les 5 prochaines années. En Europe, les volumes de Forvia baissent alors qu'ils augmentent en Asie. Le journaliste Lionel Steinman rappelle une étude de l'association qui regroupe les équipementiers européens. L'avènement du tout électrique pourrait mener à la suppression de près de 500 000 emplois d'ici à 2040 en Europe, soit un tiers des postes de ce secteur. Pourtant, l'Europe et le gouvernement français sont toujours bien décidés à mettre fin aux ventes de voitures essence et diesel en 2035. Et pour faciliter cette transition, Jacques, l'exécutif propose un leasing social d'aide à l'acquisition d'un véhicule électrique. Oui, mais pour y avoir droit, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 15 400 € à l'année. Autrement dit, vous ne devez pas gagner plus de 1 283 € par mois. L'illustration de ce que décrit le Figaro à sa une. Classe moyenne, c'est Français oublié des politiques publiques. Le quotidien revient sur les propos d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse le mois dernier. Le président disait vouloir améliorer le quotidien de ceux qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre. Le Figaro, comme le Parisien, fait appel à l'éclairage de Jérôme Fourquet. Pour l'auteur de La France d'après, ceux qui travaillent et qui se situent juste au SMIC ont parfois le sentiment d'avoir à peine mieux que ceux qui ne travaillent pas et qui bénéficient des minima sociaux. Dans son éditorial, Laurence de Charette parle de majorité ignorée. Cette France qui paye tout au prix fort, c'est la France du travail sans laquelle l'économie ne tournerait pas. Et la journaliste de formuler cette recommandation à l'exécutif, on ne saurait trop conseiller à cet État cigale, aujourd'hui contraint aux économies, de ne pas leur faire jouer à sa place le rôle de fourmi. Et sur ce point, Jacques, ça semble plutôt mal embarqué, comme on dit. Oui, car pour permettre à Bercy de faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024, les Français qui travaillent devront mettre la main au porte-monnaie. C'est ce qu'explique La Tribune au sujet du CPF. Vous savez, le compte de formation professionnelle. Pour se former, les salariés devront désormais payer un reste à charge au minimum à 10% du coût de la formation. La Tribune reprend les propos du ministre délégué chargé des comptes publics Thomas Cazenave. Cette participation forfaitaire va être mise en œuvre dès cette année. Elle permettra de générer 200 millions d'euros d'économies. Et ce n'est que le début, puisque le Figaro dévoile un chiffre ce matin, 12. Bercy devra trouver encore au moins 12 milliards d'euros, en plus des 10 annoncés dimanche soir, pour construire le budget de l'an prochain. Au total, c'est donc une diète à 22 milliards d'euros pour l'État qui se prépare. Effectivement. Toute autre chose maintenant, Jacques, dans la presse, aujourd'hui également, le visage d'une femme. Celui de Yulia Navalnaya, 47 ans, cheveux blonds rassemblés dans un chignon serré, lunettes noires, le regard baissé. Pour Libération, la femme d'Alexeï Navalny est la femme du jour. Longtemps, Yulia Navalnaya était un personnage secondaire, écrit Nelly Didelot. Un soutien indéfectible de son mari, mais longtemps silencieux. La mort d'Alexeï Navalny en a fait une veuve et un personnage politique. Pour La Croix, elle est la première dame de l'opposition russe, malgré elle. Hier, Yulia Navalnaya a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Poutine a tué une moitié de moi, la moitié de mon cœur et la moitié de mon âme, mais j'ai toujours l'autre partie et elle me dit de ne pas abandonner.
Cette vidéo atteint ce matin près de 5 millions de vues. Les écrans, il en est justement question dans Mon Quotidien. Le journal d'actualité pour les 10-14 ans met en avant l'initiative d'un professeur, Gilles Vernet, qui a réalisé un documentaire sur sa classe de CM2. Au printemps, il a emmené ses élèves pendant 10 jours à la campagne, sans écran. Une classe verte d'un nouveau genre. On avait toujours quelque chose à faire, raconte le petit José, 11 ans. Jouer, apprendre les règles du rugby, lire. Leur expérience est à voir sur un écran sur le site de Public Sénat. Enfin Jacques, pendant ce temps, d'autres professeurs prennent la plume pour signer une tribune. Une tribune sur le site du Point. 70 personnalités du monde académique, et pas des moindres, tels que le gynécologue obstétricien Israël Nizan ou le politologue Pascal Perrineau, appellent la direction du CNRS de corriger les dérives militantes de son équipe chargée de communication. En cause notamment un article publié dans le journal du Centre national de la recherche scientifique sur l'écriture dite inclusive, article favorable à son usage, alors que les linguistes du CNRS sont loin de partager cet avis. Les signataires de cette tribune soulignent que la communication du CNRS n'en est pas à son coup d'essai en la matière. Faut-il rappeler les déclarations de certaines des plus hautes instances affirmant que l'islamo-gauchisme n'existe pas? Serait-il aujourd'hui aussi péremptoire, interroge-t-il? Pas sûr, en effet. Effectivement. C'était la revue de presse de Jacques Serret. Merci Jacques, à demain.